Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler du temps. Du temps. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que le temps? Oui, c'est une excellente question, Rémi. Et ça me rappelle du coup Alice au pays des merveilles. Je crois que c'est le chapelier qui dit ça quand ils prennent le thé dans cette scène complètement loufoque. Ou au moment, je sais plus si c'est le chapelier ou le lièvre de Mars, il dit Alice, le temps, qu'est-ce que le temps? Et en fait, cette question, il y a un philosophe qui s'appelle Saint-Augustin qui se l'était posé dans les Confessions, et il est arrivé à cette conclusion que le temps n'existait pas. Et alors, comment il est arrivé à cette conclusion un petit peu étrange? Je vais vous le dire. Il disait que le passé, c'était un non-être, parce que ça n'existe plus. Il dit ensuite que le futur, c'est un non-être, parce que ça n'existe pas encore. Et du coup, il resterait que le présent, qui est que le passage d'un non-être vers un non-être, donc quelque chose qui n'existe pas. Et donc, il arrive à cette conclusion que le temps, ça n'existe pas. Et cependant, on a cette perception vraiment intime que le temps existe, que ce que Pascal pourrait appeler les... Comment il appelle ça déjà? Je sais plus exactement comment il les appelle, mais pour lui, c'est plus ce qu'il entend par les vérités du cœur. Pas vraiment c'est cette fameuse phrase, le cœur a ses raisons que la raison ignore ou que la raison ne connaît point. On parle souvent de ça par rapport à l'amour ou quoi que ce soit, alors que pour Pascal, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est plus qu'il y a des choses qui ne sont pas connues par la raison. Les, le fait que nous ne soyons pas en train de rêver, on n'a aucune preuve qu'on n'est pas en train de rêver. On n'a aucune preuve qu'on n'est pas dans la matrice ou des choses comme ça. Et pourtant, on a cette intime conviction que on n'est pas en train de rêver, que on n'est pas dans la matrice et que le temps passe. Et c'est ça qu'il appelle les vérités du cœur. C'est presque l'intuition que le temps existe. Ouais, d'accord. Donc en fait, on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve qu'on existe vraiment. Fondamentalement, on n'en a pas, on a juste conscience qu'on existe, que le temps passe. Mais d'ailleurs, je pense que, alors peut-être que les grands singes ont ça en commun avec nous, ou certains dauphins qui ont vraiment ce niveau de conscience proche du nôtre, que nous sommes dans la population une des rares espèces qui ont conscience de vivre dans le temps. Tu vois, si tu prends une fourmi ou un papillon, tu vois, je crois que ça ne vit qu'un jour, un papillon. Je suis pas convaincu qu'ils disent, ah putain, en plus, les papillons vivent qu'un jour uniquement pour se reproduire. Je suis pas sûr qu'ils disent, putain, il faut que je tire un coup parce qu'après, demain, je meurs. Mais je suis pas sûr qu'ils se disent ça. Ouais, c'est peut-être un peu chaud pour lui, ouais. Non, Mais mais alors du coup, ouais, peut-être que lui, il a des mécanismes, ouais, ouais, dont beaucoup il plus n'est proche pas. beaucoup plus proche de son instinct. Ouais. Mais j'imagine vraiment le papillon qui a un niveau de conscience qui purée. C'est maintenant ou jamais parce que demain, je suis peut-être plus là. Et soit dit en passant, il est possible que demain, toi comme moi, nous ne soyons plus là non plus. Ouais, c'est Finalement, vrai. par rapport au temps. Si on resserre un petit peu le débat, Ouais, vas-y, on revient sérieux. au sujet là, s'il te plaît, parce que là, Ouais, c'est grave. ouais. Non, mais Mais c'est vrai que, en fait, au niveau du temps, on se dit qu'on a le temps, ouais. mais, euh, mais ça se base sur rien, ça. En fait, on, ça présuppose que on va mourir uniquement lorsqu'on sera suffisamment âgé Mhm. et dans notre lit, de notre belle mort, tranquillement, quoi. Ouais. On a cette intime conviction-là parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Statistiquement, plus on est vieux, plus on se rapproche de la mort. Mais finalement, dès qu'un enfant naît, c'est affreux ce que je veux dire, hein, mais dès qu'un enfant naît, il est suffisamment vieux pour mourir. Euh, mais bon, c'est très radical comme phrase, mais c'est ce que se disaient les stoïciens, notamment Sénèque dans le livre qui s'appelle La brièveté de la vie, où il dit que la vie qui nous échoit, c'est plutôt l'idée que la vie qu'on a devant nous, euh, n'est pas brève, mais nous la rendons brève. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, il y a ça, on pense qu'on a le temps. Finalement, c'est plutôt le temps qui nous possède. Même d'un point de vue physique, les propriétés, nous sommes ici dans un certain espace-temps, ce qui fait que on est un peu modulé par lui, mais
on a quand même un petit pouvoir sur lui. Et je pense qu'effectivement, se rappeler de notre finitude peut justement nous donner parfois le coup de pied au cul dont on a besoin pour arrêter de procrastiner certaines choses. Pourquoi on passe à l'action? Est-ce que c'est parce que on se dit, ah bah non, mais là, en fait, il me reste plus beaucoup de temps? Ou... Parce que moi, j'avais reçu un mail de quelqu'un qui me suit, qui m'avait dit, il me reste si peu de temps pour parfaire cet art, qui est l'art de Mhm. l'aquarelle. Et est-ce que c'est la conscience que finalement, waouh, mais en fait, ouais, il me reste plus tant de temps que ça. Il Mhm. faut que je fasse quelque chose qui fait qu'on passe à l'action? Ça peut être ça, en fait, il y a, tu vois, si je reprends la phrase de Sénèque, la vie qui nous échoit n'est pas brève, nous la rendons brève, c'est que on a tendance, du coup, à, à se divertir, c'est aussi ce que dit Pascal dans ses pensées, parce qu'il explique que ce qui fait la misère de l'homme, c'est sa finitude, mais ce qui fait aussi sa grande force, c'est qu'il se sait fini. Mais comme cette pensée nous terrorise d'une certaine manière, on fait tout pour pas l'avoir, et du coup, on se divertit. Par le divertissement, c'est juste toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour ne pas penser à la mort. Tu vois, si tu es dans une soirée et que d'un coup on a une conversation sur le fait qu'on va mourir, il y a forcément quelqu'un qui va dire bon bah qui veut quelque chose, quelqu'un veut quelque chose à boire, on va parler d'autre chose ou Ouais, ça quelque met mal chose à comme l'aise, ça. quoi. Ça met mal à l'aise alors que bah c'est la vie, c'est comme ça. Et, et donc pour passer à l'action, soit c'est une énorme prise de conscience de notre finitude. Et souvent, ça, c'est plutôt lié à un accident qu'on peut avoir ou on a connu un décès de quelqu'un qui nous était proche ou quelqu'un, en tout cas, une grande baffe de réel dans la figure, ce qui fait qu'on peut passer à l'action. Et c'est l'état d'urgence, enfin, l'état d'urgence, pas politique, mais l'urgence qui fait qu'on a plus le choix. On est dos au mur, c'est maintenant ou jamais. Et généralement, soit c'est parce que on a perdu un proche, soit on a frôlé la mort, soit on nous apprend qu'il nous reste peu de temps à vivre. Hmm. Ouais, genre on est malade ou... On est malade ou quelque chose comme ça, tu vois, et c'est valable pour toute la paperasse, hein. Si tu n'as pas fait ta déclaration d'impôt, si les impôts t'envoient un courrier, dernier avertissement avant mise en demeure et augmentation, je sais pas de combien de pourcents, là, tu vas passer à l'action pour faire ta fiche d'impôt. Hmm. Et est-ce que c'est ça qui se passe pour... Parce que c'est souvent lié au temps, hein, finalement, la crise de la trentaine, la crise de la Mhm. quarantaine, la crise de la cinquantaine. Mhm. Est-ce que c'est une prise de conscience du temps qui nous reste, ou est-ce que c'est plutôt une prise de conscience du temps qui est passé et dont Mhm. on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément exploité comme on aurait aimé l'exploiter? Mhm. Généralement, ouais, ces crises-là, sont dues il y a trois facteurs par rapport à ça. C'est l'image qu'on a de soi, ce qu'on pense être, la réalité de ce qu'on est et le décalage entre ce qu'on fait et nos objectifs initiaux. Moi, si je prends mon cas, la fameuse crise de la trentaine, moi je l'ai vécue mais à 27 ans, pas à 30 ans pile, où c'était vraiment en mode, tiens, moi, enfin, quand j'ai fait mes études pour être de philo, c'était vraiment, bah, moi je me voyais philosophe, écrire des bouquins, partager mes idées, etc. Et finalement, et j'avais un petit peu cette image-là de moi. Je pensais qu'effectivement, c'est ce que je faisais, parce que je commençais à créer du contenu sur Insta et YouTube. Sauf que la réalité des choses, c'est que je corrigeais 150 copies, je participais à des conseils de classe avec des collègues complètement déprimés, je faisais cours à des élèves qui étaient sympas mais qui en avaient rien à foutre, etc. Ça, c'était la réalité. Et du coup, ma vie était en total décalage avec, du coup, les objectifs que je m'étais fixés et l'image que j'avais de moi. Donc c'est plutôt lié au fait que voici ce qui s'est passé dans cet interstice. C'est pas tant tout ce qui s'est passé depuis notre début, le début de notre naissance, mais plutôt ce qu'on s'était fixé comme objectif, parce qu'on s'en fixe tous, hein, que ce soit ado, à 20 ans ou quoi que ce soit. Et est-ce que effectivement on les a réalisés? Et donc c'est la vue de ce qu'on n'a pas fait par rapport au temps qui nous reste à vivre qui peut juste provoquer ce décalage
Et cette souffrance, hein, qui est cette fameuse crise de la vingtaine, de la quarantaine, cinquantaine, etc. Souvent des décennies à 2, 3 ans près, plutôt par question de symbolisme. Tu vois, moi j'ai eu 30 ans l'an passé, ça m'a fait beaucoup plus d'effet que 31 ans aujourd'hui. On s'en fout. Tu étais entré dans cette nouvelle décennie, ça change pas grand-chose. Hmm. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment ce décalage entre qui on pense être, qui on est vraiment et qui on souhaite devenir, Mhm. qui provoque derrière. Donc finalement, c'est pas vraiment le temps le problème, c'est notre perception du temps. Ouais. Oui, c'est ça. Tu peux très bien avoir, tu vois, si on te donne, voilà, t'as un livre comme ça qui s'appelle de Roger Paul Droit, qui s'appelle S'il me restait qu'une heure à vivre, où c'est un philosophe qui fait l'expérience de penser, de voilà, s'il lui reste vraiment une heure à vivre. Il dit, imaginez, voilà, vous êtes tranquillement chez vous, en train de regarder, je sais pas, un film, une série Netflix, on toque à votre porte, et on vous annonce qu'il vous reste une heure à vivre. Et on part du principe qu'on le croit. Quelqu'un qui dit ça, bah, mais justement, c'est ça qui est important. Parce que qu'est-ce que tu fais? C'est voilà, bah, c'est n'importe quoi, j'y crois pas. Du coup, tu retournes à ta série Netflix et finalement, au bout d'une heure, tu meurs. Ou alors, tu pars du principe que c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu passes une heure à pleurer, genre mon Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Et nanana. Soit justement, c'est le moment d'appeler tes proches, leur dire tout ce que tu n'as jamais osé leur dire, etc. Et tu vois, le une heure, il change rien. Que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses rien, que tu sois passif ou actif, l'une heure ne changera pas. C'est vraiment ce que tu fais de ce temps et de cette perception du temps qui est important. Hmm. Ouais, ça me rappelle le film Titanic. Ouais. Au moment, ils savent qu'ils vont mourir. Et t'en as Mhm. qui deviennent déchaînés parce qu'ils ont cette soif de survie et qui Mhm. sont prêts à tout, hein, Ouais. qui sont prêts à trahir leurs propres Ah valeurs ouais, ouais. pour. Et puis t'en as qui, bon, entre guillemets, qui restent dignes. Enfin, t'as des Mhm. musiciens Ouais, qui qui jouent du continue de violon jouer. jusqu'au bout. Mhm. T'as le Ouais. capitaine qui reste dans sa cabine. Mhm. T'as tout ça, quoi. En fait, Ouais. t'as toutes les réactions différentes. C'est vraiment, on parle de Titanic, on dit que oui, c'est un film sur l'amour, etc. Oui, il y a ça, mais il y a aussi, bah voilà, l'iceberg, ça peut très bien, enfin, le bateau qui coule, c'est cette fin inéluctable où les passagers sont condamnés d'une certaine manière. Alors évidemment, les classes bourgeoises arrivent à s'en sortir parce qu'ils, je sais pas, ils connaissent quelqu'un, ils soudoient les machins, etc. Mais tu as aussi cette question aussi, c'est est-ce qu'on arriverait encore à dormir en pleine tempête? C'est cette métaphore, vraiment. Notre fin est inéluctable. Qu'est-ce qu'on fait de cette fin? Hmm. Et qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous reste? Mhm. Et c'est la seule chose que nous possédons vraiment. Alors, ce que je disais, oui, le temps nous possède. Ça, c'est vraiment le temps d'un point de vue physique, vraiment des cours de physique. Mais le temps que dans lequel nous baignons, finalement, c'est un petit peu juste ça qu'on possède. C'est qu'est-ce que je fais de chaque minute qui passe. Hmm. Et alors, je sais pas, 87% des gens, je sors de ce chiffre de n'importe où. Il n'y a pas d'études ou quoi, mais qui finalement rendent leur vie plus brève que ce qu'elle n'est, ou non pas par suicide, mais plutôt par le fait de perdre du temps sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, dont on s'en fout complètement. Ou tu vois, mettons, tu te lèves le matin, voilà, je sais pas, t'as renversé ton café et tu fais, ah putain, merde, fais chier. Ça a duré 5 minutes. Et ben, ça veut pas dire que tu as passé une journée de merde, mais par contre, si tu rumines ces 5 minutes en disant, ouais, puis j'ai fait tomber mon café, résultat, mon pyjama est sali, etc., etc., tu vas dire que tu as passé une journée de merde pour 5 minutes d'effectivement où c'était relou. Et tu peux étendre ça, t'en as, ils passent leur vie à ruminer 1 an de leur vie où c'était pas ouf, 2 ans de leur vie où c'était pas ouf, etc., etc., qui vont se dire, mais ma vie est pourrie. Alors que si on prend l'espérance de vie, admettons, 80 ans, 1 an sur 80 ans, c'est rien. Mais la plupart des gens vont rester focalisés sur les moments de merde qui leur sont arrivés. Ouais, mais là, on en vient aux émotions. Ouais,
Parce que finalement, effectivement, c'est quand même pas mal lié à. Le temps, c'est plutôt notre perception du temps qui joue sur nos émotions, notre humeur. Mais si tu dis à quelqu'un, bah ouais, mais globalement, c'est parce que tu le veux bien que tu as une vie de merde. C'est pas exactement ça qu'on lui dit, hein, Non, non, mais quelque part, c'est le choix de cette personne de ruminer, ressasser les mauvais événements du passé. Mm, Comment tu contrôles ça finalement? Parce que parfois, c'est même incontrôlable. Par mhm. exemple, t'as été trompé Ouais. par un ami, par ton copain ou ta copine ou ton mari, etc. Ouais, mais en fait, le fait de le dire, ça a pris 2 secondes. Mhm. Mais après, ça peut dévaster toute une vie. Ouais. Je trouve que c'est compliqué de dire, bah ouais, mais quelque part, t'es en train de pourrir ta vie parce que t'arrêtes pas de ressasser le truc, quoi. Enfin, comment Mhm. tu contrôles ça, en fait? Comment tu reprends la main sur ce genre de choses? Ouais. Bah, pour le coup, c'est par rapport. Effectivement, on ne peut pas ne pas penser, on n'est pas maître des pensées qu'on a, mais c'est vraiment tout le processus que tu fais. Parce qu'effectivement, il suffit pas de dire. Le but, c'est pas de dire c'est ta faute si tu as une vie de merde. C'est plutôt faire prendre conscience à la personne qu'elle est responsable, au sens de respondere, de la manière dont elle va répondre à telle situation. C'est ça qui dépend de la personne. On peut l'expliquer par un parcours socioculturel ou quoi que ce soit. Mais les émotions qu'elle ressent, c'est possible de les digérer. C'est possible de passer à autre chose. C'est vraiment, tu vois, généralement, admettons, si on prend le cas de la tromperie ou quoi que ce soit, si tu rumines ça, c'est que tu es toujours dans un état de colère. Mm. Et généralement, si tu es dans cet état de colère et que tu n'es pas passé par la tristesse, parce que la tristesse, c'est une émotion sociale qui indique qu'on peut passer à autre chose. Mais si tu restes persuadé, si tu restes sur le ton de la colère, c'est que tu n'as pas digéré l'acte. Mais ça veut dire que tu n'as rien fait non plus pour digérer cet acte. Soit tu n'as pas dit tout ce que tu pensais à la personne qui t'a trompé, soit tu t'en veux d'avoir fait confiance à une personne qui t'a trompé. En tout cas, il y a forcément une colère. Et cette colère qui emmène normalement la suite logique vers la tristesse, ça peut être dû aussi que si tu deviens triste, c'est que tu es vulnérable, c'est que tu avoues que tu es vulnérable et que tu refuses de passer à autre chose. Parce Et que c'est dans tu ce refuses d'avouer que tu es vulnérable. soit tu refuses d'avouer que tu es vulnérable, soit tu refuses d'avouer que cette chose-ci t'est arrivée. Ouais. Ce qui rejoint l'ego. À moi, me faire ça à moi, c'est Mhm. abusé. Ouais. Parce que Ouais. généralement, tu vois, une personne qui, si on reprend le cas de la tromperie, qui va en parler à ses amis, soit une personne qui est passée par le stade de la tristesse, elle va se dire, tu te rends compte de ce qui m'est arrivé, je suis triste, etc., etc., comment je peux faire confiance à un homme ou une femme maintenant? Soit elle va se dire, tu te rends compte de ce connard, de cette connasse qu'elle a pu me faire, et dans ce cas-là, c'est vers l'autre que l'acte est dirigé. Alors effectivement, personne n'a envie d'être trahi, d'être trompé, quoi que ce soit. Mais soit tu pointes toujours l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut l'excuser. Ça veut juste dire que, ok, c'est arrivé, ok, cette personne, c'est sûrement un connard, une connasse ou quoi que ce soit. Il y a des bonnes raisons de lui en vouloir et c'est normal, on a le droit. Mais il faut digérer ça. Il faut digérer, accepter que ce soit triste, accepter, faire le deuil de cette relation, etc., pour passer à autre chose, pour passer par la colère, pour passer par ce cheminement de cette émotion qui reste encore généralement ici, qui prend aux tripes et qui permet du coup de passer à autre chose. Donc, notre perception du temps est intimement liée à notre capacité à digérer nos émotions négatives. Oui, ou même positive, hein. Tu peux très bien, si tu te remémores toujours un moment nostalgique de ton enfance, ou ah, qu'est-ce qu'on était heureux quand. Ouais, mais c'est passé. C'était cette insouciance de l'enfance, etc. Et c'est toujours une Hmm, question de responsabilité. hmm. Et est-ce que aussi le temps est associé fortement à notre identité? Est-ce que ça nous bloque pas? Parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, je suis un ingénieur, je suis un cartésien, je suis un rationnel. Et quelque part, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps, ou en tout cas de subir la vie, de subir le flot de la vie. Et
du jour où je me suis dit, mais en fait, tu es ce que tu veux, finalement. Mhm, Aujourd'hui, tu es un artiste, tu es aussi un enseignant, tu es aussi un youtubeur, tu fais tout ça, mais tu es aussi un ingénieur, tu es aussi rationnel. mhm, Et en fait, on s'en fout de qui tu es, c'est plutôt qui tu as envie d'être, et puis sois-le, mhm. quelque part. Et ça, en fait, je trouve que ça libère. Est-ce que Ouais. le fait de rester collé à une certaine identité nous bloque pas aussi dans le temps et nous fait pas prendre des mauvaises décisions, de se dire, bah, si je vais faire ça, ce que j'ai vraiment envie de faire, si j'ai envie de me barrer au Japon, par exemple, j'ai vraiment envie de le faire, mais non, mais avec mes filles, comment ça va se passer, et puis que vont dire mes proches, Mhm. dire que je suis irresponsable. En fait, est-ce que le fait de devoir coller à notre identité et non pas vouloir coller à notre identité, ça nous fait pas perdre du temps? Mhm. Bah, effectivement, ça peut nous faire perdre du temps, mais la volonté, en tout cas, de vouloir rester dans cette étiquette, dans cette identité fixe, qui, en tout cas, selon moi, c'est un moyen, du coup, de chercher de la permanence là où il n'y a que du mouvement. Hmm. Alors que le temps n'est que du mouvement. Comme si on reprend la discussion du début, quand on dit, ouais, le temps est un non-être, il n'existe pas, ou quoi que ce soit. Finalement, il existe, et ça, l'inéluctable, c'est cette entropie qui fait que tout ce qui existe disparaîtra un jour. Que ce soit les pyramides, que ce soit les montagnes, que ce soit notre civilisation, que ce soit notre propre personne. Rien n'est fixe. C'est justement ce qu'Héraclite disait, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est cette idée que tu fais quelque chose et finalement, tu vois, ça fait 25 minutes qu'on discute, tout ce que l'on a dit depuis le départ n'existe plus. Ce sera jamais la même chose. Et vouloir justement rester dans une forme d'étiquette, une forme d'identité, chercher la fixité là où il n'y a que du changement, c'est pas tant une perte de temps, c'est que c'est un réflexe proprement humain pour justement essayer de se raccrocher à quelque chose qui ne change pas parmi le changement perpétuel, alors que paradoxalement, ce qui ne change pas, c'est le changement. Hmm. Donc c'est pas que ça fait perdre du temps, c'est qu'il faut accepter que tout change. Que la personne que l'on est maintenant n'est pas forcément la même que demain, n'est pas forcément la même qu'hier, etc., etc. C'est une peur existentielle de se demander qui suis-je sans vraiment savoir pouvoir y répondre. À part dire je suis qui j'ai envie d'être. Du coup, est-ce que c'est pas un peu bullshit, tous les trucs du style pour la vie, on s'aimera pour la vie, on fera ça pour la vie? Parce que finalement, tout n'est que changement. Oui, bah oui, on s'aimera pour la vie, ça peut être du. En fait, ça dépend. Si on dit on s'aimera pour la vie, si on parle de la sienne, ça peut ne pas être bullshit. C'est que si tu dis à quelqu'un je t'aimerai jusqu'à ma mort, bon, il n'y a plus qu'à tenir jusqu'à. Plus on vivra longtemps, plus on aimera longtemps cette personne. Hmm. Mais les garanties à vie ou les choses comme ça, il n'y a rien qui est garanti. Étant donné qu'on peut mourir demain. Hmm. Ah ouais, c'est un épisode qui est déprimant. Ah oui, mais pour le coup, ouais, bah, tu vois, le fait de dire que ce soit déprimant, c'est aussi un indicateur que c'est notre finitude qui nous effraie le plus. Mais plus tu es OK avec le fait qu'on soit des êtres finis, plus tu dis, ouais, bah. Mais encore, tu vois, si on prend les personnes qui croient dans une vie après la mort, bah, pour eux, la vie n'est qu'un passage vers une autre vie, Hmm. et normalement meilleure. Ouais, en fait, c'est un peu déprimant dans la mesure où tu te dis, si demain je peux mourir, à quoi ça sert de lancer des projets? À quoi ça sert de faire tel truc qui m'inspire? Mm. Si demain tout peut disparaître finalement. Ouais, sauf que justement, c'est pas sûr que tu meurs demain. Non, c'est pas sûr, ouais.
En fait, il est plus probable qu'on meure de vieillesse, si on prend soin de soi, s'il n'y a pas de guerre nucléaire ou quoi que ce soit, que l'on meurt demain. Ça peut arriver, hein. Mais justement, l'idée de se dire, sombrer dans le nihilisme en disant, ouais, bah, de toute façon, tout ce que je fais ne sert à rien, c'est le meilleur moyen, pour le coup, de gâcher sa vie. Parce que dans ce cas, c'est valable pour tout. Si tu vois la personne avec qui tu partages ta vie, tu pourrais dire, ouais, bah, je sais pas pourquoi je ferais quelque chose, ça se trouve, elle va me tromper. Hmm. C'est que des suppositions. Et comme on est sûr de rien, le meilleur moyen, c'est d'agir comme si tout ce que tu faisait une différence. Parce que soit tu meurs demain, bah, tu auras quand même kiffé, soit tu ne meurs pas demain et de vieillesse, bah, tu auras quand même kiffé. En fait, le plus dur, c'est d'avouer et d'accepter qu'on est juste pas mieux, enfin, d'un point de vue de l'ordre physique, pas mieux que n'importe quel être vivant sur Terre. C'est juste qu'on en a conscience. Quand tu dis pas mieux, ça veut dire? Bah, on a tendance à, en tant qu'humain, à s'ériger un petit peu au mode, tu vois, on s'est quand même appelé Homo sapiens, l'homme sage, alors qu'on n'est pas très sage non plus. Il y a quand même on a pendant des milliers d'années, on a cru qu'on était des créatures de Dieu, qu'on était le centre du monde, etc., etc. Par ce niveau de conscience qui disait, bah non, c'est pas, on est mieux que très peu d'humains se considèrent comme des animaux. Mais pourtant, on est juste des êtres vivants parmi les êtres vivants. C'est juste qu'on a un degré de conscience beaucoup plus important. Et c'est ça, en fait, comment dire, qui fait mal, c'est juste s'avouer que finalement, on est juste un être vivant parmi des êtres vivants. Les dinosaures ont régné sur Terre pendant 100 millions d'années, je crois. Nous, ça fait à peu près 300 000 ans que l'Homo sapiens est là. On a l'impression qu'on a tout fait, tout vécu, parce qu'on a construit plein de choses. Et c'est vrai. Mais finalement, on est soumis au même principe d'ordre naturel qu'un arbre, que mon chien, que mon chat, que n'importe quel être vivant. Hmm. Et ouais, je me demande, est-ce que en raisonnant par l'absurde, du style, aujourd'hui, le fait que le temps passe, ça nous effraie, Mhm. qu'est-ce qui se passerait si ça nous effrayait pas? Bah, il y avait je crois que c'est Asimov dans le cycle de je ne sais plus quoi. Cycle de fondation? Ouais. Où il imaginait des humains qui s'étaient barrés sur une autre planète où ils pouvaient vivre genre 200, 300 ans, quelque chose comme ça. Et ils se sont rendus compte que leur société évoluait beaucoup moins, qu'ils se laissaient dépérir. Là où justement les êtres vivants, enfin les êtres humains qui vivaient encore, je sais pas, on va dire 60, 80 ans, étaient pressés justement par ça. Et que justement, si ça nous effrayait pas, et tu vois, on pourrait même aller un petit peu plus loin, ce serait pas pour raisonner par l'absurde, mais est-ce que vraiment les gens ont peur de la mort ou est-ce que les gens ont peur de vivre avec le fait qu'il est possible que l'on souffre? Toi, chercher cet immobilisme dans le temps qui passe, est-ce que c'est pas genre bah, si je ne fais rien, il peut rien m'arriver, donc je ne peux pas souffrir. Ouais, avoir peur de vivre, ça voudrait dire avoir peur de souffrir. Bah, en tout cas, d'avoir peur de tout ce que implique le fait de vivre. Et effectivement, la souffrance en fait partie. Elle est inéluctable, sauf que tu peux soit donner un sens à la souffrance, ça, si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, je suis pas quelqu'un tu vois, les parents qui se réveillent, bah, comme quand tu as eu tes filles, tu as dû vivre ça, te réveiller toutes les 2 heures pour les nourrir, alors que tu préfères être dans ton lit, bah, tu sais que tu le fais parce que c'est tes enfants. Hmm. Ça a un sens. En fait, je me demande si tout n'est pas que équilibre dans l'histoire. Parce que quand tu tombes amoureux de quelqu'un, que tu as le coup de foudre, Mhm, la pensée qui vient en premier, c'est waouh, c'est trop bien. mhm, Mais juste après, c'est ouais, mais en fait, si elle me quitte, et puis si je m'en lasse, et puis si pour une raison ou pour une autre, on peut plus se voir, ou mhm. s'il m'arrive quelque chose, ou tu te rends compte que
à chaque fois que tu as une émotion positive qui te dit, bah tiens, le temps qui passe, il vaut le coup d'être vécu, Mhm. tu as tout de suite derrière, en tout cas chez moi, c'est ça, tu as tout de suite derrière la peur de, oui, mes filles, j'adore être avec mes filles, mais tout le temps en tâche de fond derrière, c'est, ouais, mais s'il leur arrive quelque chose, et s'il m'arrivait quelque chose, Mhm. et puis elles vont changer aussi. Donc ce qui se passe aujourd'hui, comme tu dis, ça sera plus jamais le cas demain. Mhm. Donc je me demande si finalement, ouais, le fait de vouloir vivre quelque chose de positif, forcément, ça va impliquer quelque chose de négatif. En fait, ça n'existe pas une période de nirvana tout le temps, tout le temps, Mhm. tout le temps. Non. Et du coup, le temps qui est perçu à ce moment-là, j'ai l'impression que quand tu t'exagères d'un côté, tac, tu reviens forcément à l'équilibre parce que tu as une autre pensée derrière qui va contrebalancer. Ouais, c'est possible, hein. De toute façon, tu vois, le fait d'être heureux, c'est les Grecs c'est Aristote qui définissait ça comme ça. Le simple fait de ne pas souffrir, c'est déjà être heureux. C'est pas forcément la joie incandescente, le nirvana H24. C'est être heureux, si on le résume être heureux à ne pas souffrir, tout le monde est heureux. Et effectivement, là, tout ce qui vient entacher ta pensée, c'est des pures suppositions créées par ton esprit pour te rappeler de prendre soin, du coup, de tes filles, de prendre soin de toi. Mais, comment dire? Faut pas que ta vie soit dirigée par des choses qui n'existent pas. Ça veut pas dire qu'il faut toujours vivre l'instant présent ou quoi que ce soit. C'est juste accepter qu'effectivement, il est possible que ces choses-ci arrivent. Pour le moment, c'est pas le cas. Ouais, et comment tu acceptes mieux ça? Hem, Bah, je sais pas s'il faut vraiment l'accepter à 100 parce que sinon on pourrait vite tomber dans le je m'en foutisme. Mais je pense que c'est juste, oui, comme tu dis, rechercher un équilibre et apprendre à diriger sa vie. C'est des habitudes à prendre de la même manière que, tu vois, on peut le meilleur entraînement pour, l'aquarelle, ce serait d'en faire une routine. Dis-moi si je me trompe, mais de voir ta pratique, je pense que Non, moi, je pense que je c'est peins plus pas. ça. Non, mais c'est vrai que pendant un temps, j'ai une routine, mais là, j'en ai plus, là. Ouais, mais c'est ce que tu conseilles quand même, j'ai l'impression. Bah, en tout cas, si c'est pour progresser, il y a forcément un processus itératif Mmh. où tu analyses tes aquarelles et ensuite tu essaies d'identifier les points qui bloquent. Et après, tu travailles sur ces points-là et Mmh. tu refais ce cycle-là parce que Ouais. le point sur lequel tu bosses là, ça ne sera pas le même que celui sur lequel Mmh. tu bosseras demain. Ouais. Mais tu vois, c'est une forme de pratique délibérée pour prendre l'habitude de avoir les bons gestes, la bonne pratique. Et c'est la même chose avec notre manière de penser. Si, quelqu'un a tu vois, le fait de voir de comment dire? D'avoir une aversion, viscérale au risque, à la peur de perdre ou quoi que ce soit, c'est une habitude ancrée dans notre schéma de pensée. Le cerveau, il a créé ce schéma parce que c'est le plus rapide, parce on l'a entraîné à ça. Mais par la plasticité cérébrale, tu peux prendre conscience de ce processus, identifier cette mauvaise habitude de pensée pour avoir la bonne manière de penser que tu as envie d'avoir. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de mes filles, c'est top, mais demain, elles peuvent ne plus être là, Mmh. ça serait quoi l'habitude de penser à adopter? Bah, ça dépend de toi. Ce serait qu'est-ce que tu as envie de quelle manière tu as envie de penser? Bah, après, moi, la pensée que j'ai, c'est du coup, profite encore plus de ces moments-là. Mmh. Bah, tu vois que tu peux changer du coup ta crainte en gratitude. Hmm. Ouais, ok. C'est, «Ah mes filles sont là, peut-être que demain non». Dans ce cas, soit tu restes là et tu vis dans la peur perpétuelle de les perdre et c'est le meilleur moyen de vouloir justement les garder près de toi et les empêcher de pouvoir vivre leur vie. Hmm, Soit justement tu fais: «Ah mes filles sont là, gratitude pour ça, parce qu'elles pourraient tu aurais très bien pu ne pas être papa». hmm. Elles auraient très bien pu malheureusement ne pas forcément, je sais pas, avoir une grave maladie infantile ou je sais pas quoi. Donc plus profiter de cette gratitude et agir de telle sorte à ce que cet état puisse se répéter le plus longtemps possible. Ouais, ok. C'est comme ça qu'on profite le mieux du temps qui Mmh mh. nous reste
C'est transformer ces émotions qui peuvent être parfois négatives en, en des pensées qui nous conduisent à la gratitude. Oui. C'est plus ça parce que sinon tu crées une prophétie autoréalisatrice. Genre tu vois, on a ça dans les c'est ce que j'avais quand j'avais des relations de couple j'étais en couple avec des personnes avec qui ça ne pouvait pas marcher parce que j'avais peur de l'abandon. J'avais tellement peur que la personne avec qui j'étais m'abandonne que, bah, finalement, oui, je mettais fin à la relation malgré moi. Mais est-ce qu'on peut être uniquement dans l'esprit, c'est-à-dire, bon, ouais, ok, il m'arrive ça, il m'arrive telle merde, telle merde, telle merde, telle merde, mais gratitude, gratitude, gratitude. À un moment, je me dis, ouais, c'est peut-être un peu extrême, et à un moment, il faut peut-être aussi ancrer les choses dans la matière. Par exemple, moi, si j'étais resté salarié, Mmh. ouais, il y avait des fois, je me disais, mais de quoi tu te plains quelque part? Mmh. Sois content de ce que tu as. Il y a des gens qui rêveraient d'être dans cette situation et toi, tu n'arrives pas à t'en satisfaire. Donc, sois content, sois dans Ouais. la gratitude. Mais en même temps, si je m'étais pas lancé, j'avais pas créé mon activité pour enseigner l'aquarelle, ben, j'aurais jamais connu ce niveau de gratitude qui, pour moi, est Mmh. largement au-dessus de Ouais. ce que je pouvais expérimenter quand Mmh. j'étais salarié. Et du coup, où est le bon positionnement du curseur entre je reste dans ma tête et je transforme mes pensées pour qu'elles s'orientent plus vers de la gratitude envers ce que je vis aujourd'hui. Et ouais, mais il faut aussi que tu évolues et pour évoluer, il faut aussi que tu expérimentes, il faut Mmh. aussi que tu construises des choses, il faut que tu réalises des choses. Mais il faut pas non plus tomber dans la fuite en avant. Tu vois, en Mmh. fait, Ouais. j'ai du mal à voir le... Bah, moi, souvent, ce que je conseille, c'est qu'il y a une différence entre se contenter de et avoir de la gratitude pour. Parce qu'il y a quand même une différence, du coup, dans le ressenti entre dire de quoi tu te plains ou alors: «Ouais, c'est cool ce que je vis», mais c'est pas forcément ce que je veux sur le long terme. Ouais, le c'est cool ce que je vis, c'est tu te contentes de. Ouais. Non, tu de quoi tu te plains, c'est tu te contentes de quoi tu te plains, tu as des gens qui pleureraient pour avoir là où tu es, alors, te plains pas et continue. Ou alors dire: «Ouais, mais c'est cool ce que je vis», donc là, plus gratitude, mais c'est pas vraiment ce que je veux sur le long terme. Parce que le temps passe et que tu pas forcément envie, si tu te projettes sur ton lit de mort, tu auras peut-être des regrets. Voilà, si tu es tu te contentes de et que tu restes du coup dans cet immobilisme, tu vois, dans cette identité: «Je suis ingénieur et je ne serai que ingénieur toute ma vie», bah, là, du coup, tu, tu restes ancré, on va dire, dans une temporalité, proche de l'immobilisme où tu fixes ton identité à travers ce travail que tu fais. Mais si tu es plus dans la gratitude, mais que tu dis, bah, que tu veux quand même autre chose, au-delà, tu vois? Ben, dans ce cas, tu prends conscience du temps qui passe. Si tu te projettes, tu dis: «Ouais, mais je vais regretter toute ma vie si je fais pas ce que j'ai vraiment envie de faire». Étant donné que et en plus, comme je peux mourir demain, autant le faire maintenant, le risque est moindre. Et dans ce cas-là, tu es plus, non pas dans une fuite en avant, mais dans l'évolution permanente de ton existence. Hmm. Ouais, en fait, c'est accepter que tu évolueras tout le temps. Même si ce Mmh. que tu vis, c'est top, quelque part, faut jamais oublier que bah, même ces bonnes choses-là, elles peuvent avoir une fin. Mmh. Hmm. C'est memento mori, disaient les stoïciens. Souviens-toi que tu peux mourir demain. Ouais. Et c'est vrai que quand je créais des formations sur l'aquarelle, je me disais, ah, ça y est, ça c'est bon, c'est Mmh fini. mh. Et en fait, ça se finit jamais. Non. Parce que toi-même, tu évolues, toi-même, tu apprends de nouvelles techniques, toi-même, tu apprends une nouvelle manière d'enseigner. Mmh mh. Et les élèves évoluent aussi avec toi, avec aussi leurs besoins. Mmh mh. Et tu te rends compte que ça se termine jamais. Et c'est aussi ça qui est cool. Ouais. Parce on rêve quand même d'une forme de stabilité en se Mmh disant, mh. OK, maintenant, que ce soit dans l'art ou que ce soit dans le business ou que ce soit dans notre vie, ah, ça y est, maintenant, je peux me poser. Mmh mh. Mais en fait, ça dure qu'un temps. Et ce qui nous fait percevoir le temps comme horrible ou très long, c'est cette attente que ça y est, je me suis posé, Mmh maintenant, mh. ça va durer.
Ouais. Parce qu'en fait, ça dure jamais. Mais ce qui nous fait parfois déprimer, c'est de se dire, bah ouais, mais demain, ça sera moins bien que ce qu'il y a aujourd'hui. Mhm. Alors qu'en réalité, ça ne dure pas, c'est tout le temps du changement, Mhm. mais on ne sait pas si c'est du changement en positif ou en négatif. Et c'est notre anticipation du futur en négatif qui fait qu'on ne profite pas de l'instant présent. Ouais. Alors que si on Oui. se dit, bah, de toute manière, ça va changer, la seule chose dont Mhm. je suis certain, c'est que ça va changer. Ça peut changer en mal, certes, mais ça peut Mhm. aussi changer en bien. Mhm. Et bien finalement, là, peut-être que on prend une conscience plus objective de ce qu'est le temps. Carrément. Et ça changera en mal si on fait en sorte que ça change en mal, hein. Mm, Y a pas de destin ou un dieu qui dit bah toi t'auras une vie de merde et toi non. Ça dépend. On a ce pouvoir-ci. mm. Ouais, ok. Bah, c'est cool, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Ok, bah merci pour avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Simon ou sur moi, vous trouverez tout en description de cet épisode. Et n'oubliez pas que cet épisode est également sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut!